8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Le Maroc cible des groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Voici ce qui ressort du traitement préliminaire de l'affaire de démantèlement récent de la cellule terroriste dans plusieurs villes du royaume. Ramification au profil des personnes arrêtées. Le BCJ révèle l'agenda expansionniste des organisations terroristes actives dans la région. Maroc-France, la dynamique de rapprochement consolidée. Le président du Sénat français est en visite officielle dans le Royaume à la tête d'une importante délégation. Au programme des entretiens avec le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères avant un déplacement prévu à Laayoune dans le Sahara marocain. Mise en fin de journal, le cap sur Essaouira, temple spirituel de dialogue interreligieux. La cité des Alizés clôture la 3e édition du festival international L'âme des cultures. La ville-monde a fait converger des personnalités des 3 religions monothéistes autour des valeurs de paix, de fraternité et de respect mutuel. Bonsoir. Lutte antiterroriste. Le démantèlement mercredi dernier d'une cellule terroriste liée à Daesh dans 9 villes du Royaume révèle de nouveaux éléments. Un point de presse a été organisé aujourd'hui à Salé par le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire. Charqawi Haboub a fourni les conclusions détaillées de près d'une année d'investigation. Les activités de la cellule terroriste, ses caractéristiques et ses interconnexions. Le point sur ce coup de filet impressionnant qui illustre la vigilance constante de nos services de sécurité face à une menace grandissante des réseaux terroristes transnationaux. Khadija Jamali, Samir Barka, Iman Ablou et Abdil Al-Shab. De nouvelles révélations qui en disent long sur la vigilance des services de sécurité et de renseignement marocains. En conférence de presse, le Bureau central d'investigation judiciaire dévoile de nouvelles informations sur la cellule présumée terroriste démantelée récemment, affiliée à l'organisation terroriste Daesh dans la région du Sahel et du Sahara. La cellule est surnommée les Lions de la Khilafa au Maghreb al-Aqsa. Elle avait reçu des instructions directes du dénommé Abdelrahman Sahraoui, un ressortissant libyen occupant un poste de commandement au sein de l'organisation terroriste. L'objectif de ces directives était clair, lancer une série d'attentats et d'opérations de sabotage sur le sol marocain. Les recherches et investigations menées ont permis de saisir une grande quantité de munitions et de substances chimiques utilisées dans le cadre de préparation d'un projet terroriste imminent et extrêmement dangereux. Les investigations techniques préliminaires ont permis la découverte de coordonnées GPS avec un système de géolocalisation concernant une cache d'armes pour exécuter les plans terroristes de cette cellule. Ce site a été localisé à Erachidia, plus précisément à la rive est de l'Oued el-Kir à Telmzil, commune Oued Naam, près de Boudnib. Le dénommé Abdelrahman Sahraoui avait également joué un rôle clé dans l'acheminement d'un arsenal de guerre en direction de la cellule en question. L'arsenal saisi dans le cadre de cette opération est composé de plusieurs armes. 2 fusils d'assaut de type Kalachnikov avec 2 chargeurs, 2 fusils de chasse, 10 pistolets de différents calibres, ainsi qu'une importante quantité de cartouches et de munitions de divers calibres, emballés dans des sacs en plastique et des journaux imprimés au Mali, parmi lesquels figurent des hebdomadaires datés du 15 et 27 janvier 2025. Les investigations menées ont également révélé des détails sur le profil des individus appréhendés. Le nombre d'individus interpellés à ce jour est de 12 suspects, âgés de 18 à 40 ans, avec comme dénominateur commun leur modeste niveau d'instruction qui ne dépasse guère le secondaire pour 8 suspects, le primaire pour 3 autres. Un seul détenu avait atteint la première année de l'enseignement universitaire. Autre élément significatif, caractéristique de ce gros coup de filet. Désormais, les organisations terroristes et leurs différentes ramifications ne cachent pas à travers leurs plateformes de propagande leur volonté de cibler le Maroc sous divers prétextes pour pousser leurs sympathisants à s'engager dans des opérations de représailles sur le territoire national contre des cibles locales et étrangères.
Le démantèlement de cette cellule intervient peu de temps après la neutralisation de celle des trois frères de Hedzoualem, marquées toutes les deux par l'influence externe en termes de recrutement, d'endoctrinement idéologique et opérationnel. Ceci montre concrètement que le Maroc fait face simultanément à des menaces terroristes externes et internes. Cela se traduit par l'implication d'éléments locaux dans l'agenda expansionniste des organisations terroristes actives dans la région du Sahel, au préjudice du royaume. Les investigations et le suivi des activités de la présumée cellule terroriste récemment démantelée ont duré près d'une année. Son démantèlement vient confirmer une fois de plus l'image du Maroc en tant que modèle en matière de vigilance sécuritaire et d'efficacité dans la préservation de sa sûreté intérieure, au même titre que de la stabilité de son environnement régional et international. Le président du Sénat français Gérard Larcher est au Maroc au programme de cette visite officielle de 3 jours. Des entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. L'occasion pour les deux responsables de faire le point sur un partenariat multiforme. Monsieur Larcher a indiqué que cette entrevue a porté sur les différents volets du partenariat engagé entre les deux pays, notamment économique, suite à la récente visite d'État dans le royaume du président français Emmanuel Macron. Le responsable français a noté que les échanges ont également été axés sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables. Le président du Sénat de France a souligné que le développement des infrastructures de transport a été aussi évoqué lors de cette rencontre dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2030, ainsi que les questions liées à l'éducation, à la jeunesse et à la francophonie. Alors, également à l'agenda du déplacement du président du Sénat français, une série d'entretiens menés conjointement avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, mais également avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid. Au cœur des discussions, la coopération parlementaire bilatérale, ainsi que l'importance d'intensifier la coordination étroite entre les deux institutions autour des questions d'intérêt commun. Sophia Fkrout. Si les nouvelles relations maroco-françaises étaient un livre, Gérard Larcher serait en ce moment en train d'en écrire des chapitres parlementaires. Le président du Sénat français plaide pour un partenariat avec le Maroc en direction de l'Afrique, particulièrement dans un contexte mondial incertain. Peut-être faut-il le revisiter. Revisiter, recréer, pour donner la chance à des projets structurants de voir le jour. Tout ce que le partenariat, au travers des 47 projets décidés au mois d'octobre dernier, peut signifier en matière d'énergie, d'infrastructure, de transport, de lutte contre le stress hydrique, mais aussi sur le capital humain, sujet tout à fait essentiel. Lors de cette rencontre importante, nous avons insisté sur le rôle de la diplomatie parlementaire en tant que levier essentiel à même d'accompagner cette dynamique exceptionnelle dans les relations bilatérales et consolider les bases de l'édification commune au service des intérêts supérieurs des deux pays amis. Nous avons également souligné l'impératif d'établir un cadre général de la coopération parlementaire basé sur la concertation et la coordination dans tous les sujets d'intérêt commun. La défense et les forces armées. Poignée de main chaleureuse aussi à la Chambre des représentants, à l'image de la dynamique sans précédent des relations bilatérales sur les plans politiques, économiques, humains et culturels, et grâce à la volonté commune des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron. Un esprit de fiabilité, de priorité et de partenariat, c'est ce dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a insisté lors de ses entretiens. Objectif, ouvrir de nouvelles voies de coopération et certaines sont déjà toutes tracées. Nous avons évoqué cette perspective de nouveaux canaux et de nouveaux réseaux, notamment en direction de la façade Atlantique Sud, qui a été un long moment d'échange entre nous. Façade Atlantique Sud essentielle pour la stabilité du continent africain, mais au-delà de la stabilité du monde. Dans la foulée, la délégation française conduite par le président du Sénat se rendra à Laayoune
l'illustration de la position de Paris en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le président du Sénat de France, Gérard Larcher, se rendra donc demain à l'Aïoun, chef-lieu de nos provinces du Sud. Ce déplacement dans le Sahara marocain s'inscrit dans la continuité du partenariat d'exception renforcé entre la France et le Maroc et confirme une fois de plus la position de Paris au sujet de notre intégrité territoriale, selon laquelle le présent et l'avenir de la région relèvent de la souveraineté marocaine. Écoutons à ce propos la déclaration du président du Sénat de France, Gérard Larcher. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est d'ailleurs ce que ce soir je rappellerai à l'Aïoun, à l'invitation du président. Et ce n'est pas, j'allais dire, anodin que ce soit à l'Aïoun, dans les provinces du Sud, que nous nous retrouvions. Oui, le président de la République, dans sa visite d'État de la fin du mois d'octobre, l'a rappelé. Et je voudrais réaffirmer que cette position, ce n'est pas une politique d'un exécutif gouvernemental, c'est la politique de la France, la politique de la République française. Et ça a un sens, y compris dans la diversité politique que nous incarnons ici. Direction Genève, où se tient la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, Abdeltef Ouabi, y conduit la délégation marocaine. L'occasion pour le responsable de mettre en avant les réformes majeures réalisées par le Royaume dans le domaine des droits de l'homme sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Abdeltef Ouabi a ainsi mis la lumière sur le chantier de la protection sociale qui a permis d'atteindre 24 millions de bénéficiaires du système de sécurité sociale. Parmi d'autres réalisations, à savoir la protection des femmes victimes de violences, la promotion du vieillissement actif, l'autonomisation sociale des familles ou encore la consécration du droit à l'éducation et du droit au logement. Autant d'avancées qui ont permis au Maroc de progresser de 3 places dans l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Et devant le Conseil des droits de l'homme, le Maroc met donc en avant ses chantiers de réforme et sa détermination à renforcer les droits de l'homme. Écoutez à ce sujet cette déclaration de la secrétaire générale de la délégation interministérielle des droits de l'homme, Fatema Barkan, propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Genève, Hafed El-Houari et Hassan Silla. Cette allocution elle a été l'occasion de montrer beaucoup de réalisations qui ont été faites par le Royaume du Maroc sous voilà, bien sûr les orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et notamment tout ce qui est intégration au niveau du système des Nations Unies, tout ce qui est reporting parce que l'année dernière on a présenté notre rapport sur les disparitions forcées et aussi les engagements, notamment l'inclusion de la question des disparitions forcées au niveau des codes pénals, la question aussi des moratoires de la peine capitale pour laquelle le Maroc a voté et d'autres éléments, notamment aussi tout ce qui est présentation des rapports périodiques, de l'examen périodique et les engagements par rapport à la déclinaison de toutes les recommandations. C'était l'occasion aussi de présenter quelques réalisations en matière de développement d'une manière générale, que ce soit dans le cadre du programme gouvernemental mais aussi du nouveau modèle de développement dans les domaines sociaux, par exemple tout ce qui est en lien avec la famille, avec la femme, avec les enfants, avec les personnes âgées. Nous avons réalisé notre rapport étatique sur Beijing plus 30 sur la réalisation de ce plan d'action de Beijing, mais aussi tout ce qui est aussi en matière de développement durable. On a parlé de la station Ouarzazate Nord, tout ce qui est infrastructure routière, tout ce qui est de gestion de l'eau, donc les canaux d'eau qui ont été, les autoroutes de l'eau qui ont été mises en œuvre, mais aussi tout ce qui est matière de la santé, de l'éducation. Vraiment, c'était une présentation très globale, très riche, qui a englobé toutes les réalisations qu'a connu le Maroc cette dernière année. Dans le monde, l'Allemagne attend la formation d'un gouvernement de coalition au lendemain d'élections législatives largement dominées par les conservateurs. Avec près de 30% des voix, le parti de Friedrich Merz devance celui de l'extrême droite.
au moment où le SPD, parti du chancelier Olaf Scholz, a subi, lui, un revers sans précédent avec seulement 16% des voix. Friedrich Merz, le chef de la droite, se donne 2 mois de négociations ardues pour former une majorité gouvernementale. Le nouvel homme fort de l'Allemagne devrait composer avec des bouleversements économiques, géopolitiques du moment, alors que l'Allemagne est déjà paralysée depuis 4 mois par la rupture de la coalition d'Olaf Scholz avec les Verts et les libéraux. À Gaza, la première phase du fragile cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier est censée prendre fin le 1er mars. Alors que les négociations prévues sur la suite du processus n'ont toujours pas démarré, Israël s'est dit prêt à reprendre les combats à tout moment dans ce territoire palestinien dévasté par 15 mois de guerre. Israël est accusé par le Hamas de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de plus de 600 prisonniers palestiniens après la remise de 6 otages israéliens. Retour chez nous à Casablanca, la métropole a prêté sa corniche ce week-end aux amateurs de la course à pied. Casablanca Run, cet événement fédérateur, a rassemblé des coureurs de tous les âges et niveaux sportifs sur des parcours allant de 5 à 15 km. Le récit de cette journée toute pleine d'adrénaline avec Saïd Anis, Abdelrahman Zian, Abdelil Al-Shab et Maria Ouad. Ils sont nombreux, très nombreux à s'être donné rendez-vous sur l'esplanade de la mosquée Hassan II avant le coup d'envoi de la 4e édition du Casablanca Run. Au programme notamment une course de 5, 10 et 15 km ouverte à tous, et ce quel que soit le niveau de chacun, car seul compte le dépassement de soi. L'objectif avec The City Run, c'est d'encourager les gens à prendre soin de leur santé par la pratique du sport. Donc de ville en ville, donc nous mobilisons avec nous la communauté de sportifs de chaque ville et nous organisons ensemble une série d'activités sportives non compétitives qui comprennent de la marche, de la course et du fitness. C'est toujours un plaisir de courir à Casa sur cette corniche. Il fait beau, la mer est belle. C'est vraiment un bonheur et puis félicitations à l'événement parce que ça donne envie un peu à tout le monde de faire du sport. Et pour celles et ceux qui ne veulent pas courir, pas de panique. Des stands de sport éphémères ont été conçus pour motiver les plus réservés à se dégourdir les jambes. C'est la 4e édition. C'est la 4e fois que je participe à cet événement qui, d'année en année, ne cesse de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de monde, notamment des familles avec leurs enfants. C'est un moment convivial où chacun s'essaye au sport ou au fitness à sa façon. Je ne manquerai pour rien au monde cet événement car j'aime l'idée de me retrouver en extérieur pour faire du sport en groupe. C'est la seconde fois que je participe au Casablanca Run. J'ai déjà mes petites habitudes. Promouvoir la santé, mais aussi un mode de vie actif. Telle est aussi l'ambition du Casablanca Run. Ou comment redécouvrir la ville blanche autrement, en s'ancrant corps et âme dans l'instant présent. Et c'est dans une ambiance tout aussi conviviale que la Cité des Alizés a célébré les valeurs de coexistence légendaire entre juifs, chrétiens et musulmans. C'est depuis l'espace Beit Dakira, un haut lieu de mémoire, que le rideau est tombé sur 3 jours de rencontres, de débats et de conférences qui ont animé la 3e édition du Festival international L'âme des cultures. Abdelrahman Tarabi, Abdelil Al-Shab et Dominique Orlando. Essaouira décidément ne ressemble qu'à elle-même et jamais, au grand jamais, ne déroge-t-elle à sa tradition splendide et séculaire de ville passerelle entre les cultures et les traditions. Ici, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour converser sur l'état du monde et sur les perspectives d'avenir offertes à l'humanité à l'orée de ce 21e siècle. Je suis exalté par à la fois la qualité, la générosité et la justesse de tous ces intervenants qui sont venus d'un peu partout et qui sont là pour dire on a besoin de Maroc, on a besoin d'Essaouira, on a besoin d'être là, plus que jamais.
Bien plus qu'une seule rencontre académique et scientifique de très haut niveau, ce festival, effectivement, s'apparente à un véritable acte de résistance face aux tensions, aux divisions, aux extrémismes qui rongent le monde. La Cité des Élysées choisit une fois encore de rassembler, de dialoguer et de construire des ponts plutôt que des murs. C'est une action active. Je suis très heureux d'être ici parce que me présente une grande possibilité de rencontrer et de connaître les autres religions monothéistes et apprécier les valeurs et aussi de faire ensemble tous les efforts pour bâtir, construire une société avec justice, avec paix, avec tolérance, que c'est l'avenir de l'humanité entière. Vivre ensemble, c'est aussi et surtout partager tout ce qui peut nous rassembler, nos chants, nos danses, nos cultures respectives. Ce fut l'autre volet de ce festival dont la mission et la vocation sont de préserver les richesses fondamentales de notre humanité. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Bonne soirée à tous.